Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire du PSG 0-2 dans un match très difficile pour eux, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, ce qui me fait trop rire, c'est Luis Enrique. Barcola s'est fait démolir de partout toute la semaine par des critiques qui disaient presque qu'il avait rien à faire dans cette équipe. Luis Enrique a dû l'entendre et il a dû se dire « Ah bon, il est nul ? Bah je vais le mettre titulaire au prochain match. » Je suis plié, c'est vraiment un insolent ce gars-là. Alors, l'équipe était vachement remaniée et dès le début, Ruiz se blesse. Et pas longtemps après, Donnarumma se fait expulser. Bon, il est temps d'ouvrir le dossier Donnarumma. Il se fait démolir depuis un certain temps pour son jeu au pied. A raison, je pense, parce qu'il n'est pas très rassurant, hein, surtout vu le jeu que veut développer Luis Enrique. Mais par contre, sur sa ligne, il s'est quand même montré très bon depuis le début de saison. En tout cas, mieux que les années précédentes. Arrive le match contre Newcastle, et là, il se fait à nouveau démolir à cause du but de Isaac. Là par contre, ça me semble déjà moins justifié et je vais vous dire pourquoi. Déjà, j'ai dit moins justifié et pas non justifié. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que sur le but, il doit faire face au pire tir qu'un gardien de but doit faire face. Une frappe avec rebond. Pourquoi c'est le pire tir? Parce que tu sais pas où le ballon va rebondir exactement, tu sais pas à quelle hauteur le ballon va remonter après le rebond, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la distance du tir, de la force de frappe, de la manière dont le ballon est travaillé, du vent ou encore de l'état de la pelouse. Si le terrain fuse, la balle va aller plus vite et le rebond sera moindre. Si le terrain est sec, la balle va rebondir un peu plus haut. Donc à la vitesse à laquelle ça va, à laquelle va un tir, en particulier celui-là, et les paramètres que je vous ai décrits, vous imaginez bien que c'est compliqué, très compliqué même, de bloquer ce genre de tir. Donc je comprends pas pourquoi on lui tombe dessus au motif qu'il aurait dû bloquer ce tir. Cependant, là où il est fautif, et c'est pour ça que je dis moins justifié, et pas non justifié, c'est que ces tirs-là, on apprend au gardien à les dégager sur les côtés, et pas dans l'axe. Donc il a sa part de responsabilité, mais moi je mettrais plutôt le doigt sur les joueurs éliminés comme des pions sur un jeu de dames juste avant là. Vous avez vu cette action là, comment il a dribblé tout le monde? C'est surtout ça pour moi le problème. Mais pour en revenir à Donnarumma qui était pointé du doigt, franchement ce carton rouge ça va pas arranger ses affaires. Hein. Surtout que Tenas a été très bon. Alors, soyons factuels, d'accord? La plupart des tirs du Havre ont été sur lui. À part un arrêt réflexe assez incroyable hein, de la main droite. Et un autre où l'attaquant lui a envoyé un SMS en lui disant qu'il allait ouvrir son pied là, pour tirer côté opposé. Les autres arrêts n'étaient pas difficiles en tant que tels. Voilà, il y en a beaucoup qui étaient hors cadre, qu'il a quand même touché, parce qu'il fallait y être quand même. Mais voilà. En tout cas, il fallait les faire, ces arrêts, surtout que c'était son premier match. Donc c'est quand même fort ce qu'il a réalisé pour un premier match. À voir lors du prochain match. Et puis, malgré quelques imprécisions, on sent que dès qu'il a le ballon dans les pieds, il est très à l'aise. Donc là, Donnarumma, allez, avec son rouge, il va prendre au moins un match. Navas, je sais pas quand est-ce qu'il revient, parce qu'il est blessé. Donc ça veut dire qu'il va enchaîner un second match de championnat. J'ai du mal à croire qu'il sera dans les buts contre Dortmund, parce que c'est un très gros match et quand même il faut d'expérience. Donc s'il est performant lors du prochain match, est-ce qu'une concurrence va s'installer? Alors, il y a certains qui vont me dire, bah non Pierre, Luis Enrique n'a pas voulu le faire avec Navas, il a instauré Donnarumma en numéro 1 dès son arrivée. Ok, mais il avait fait jouer la concurrence entre Claudio Bravo et Ter Stegen à l'époque du Barça, donc il peut le faire. Ce sera une affaire à suivre. Alors avec le carton rouge, ça a changé la donne côté PSG, déjà Barcola saute, donc il ne pourra pas prendre sa revanche, entre guillemets, et prendre la confiance que le coach lui avait donnée. Et le PSG s'est évertué à placer des contres et à vivre sur le talent de Dembélé et Mbappé. Vous savez quoi? Bah ça a plutôt bien marché. Parce que Mbappé, il peut mettre 2 ou 3 buts aujourd'hui sans qu'il y ait rien à redire. Dembélé a été un excellent passeur. Et c'est d'ailleurs sur une de ses passes que Mbappé marque le premier but. Hein. Il n'est pas facile d'ailleurs à mettre, hein, parce que la balle est légèrement vers l'arrière. Mbappé marque son 15e but, mais surtout il entre dans le top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps du championnat de France. Alors vous remarquerez en regardant la liste des joueurs présents dans ce top 10 qu'il n'y a aucun nom contemporain. C'est normal parce que depuis l'arrêt Bosman, la France est un pays tremplin. Donc quand un attaquant est bon, il va faire sa carrière ailleurs. Comme le PSG version QSI a permis d'avoir des gros noms, Mbappé se retrouve dedans parce qu'il est arrivé jeune au PSG. Néanmoins, le PSG a recruté des gros noms avant, mais ils étaient déjà dans la fleur de l'âge. C'est pour ça qu'eux aussi, malgré des tas de buts, je pense à Neymar, Cavani ou Zlatan, n'ont pas intégré ce top 10.
Côté Havre, j'ai trouvé ça très imprécis. Dans le jeu, ils ont alterné les phases de jeu pour obliger le PSG à reculer, à les faire courir, à les mettre en difficulté. Et ça a été quand même assez efficace, hein. Ils se sont créés plein de situations. Hein. Mais franchement, que d'imprécision devant le but. Tir croisé à côté, tir sur le gardien ou orcade, si c'était pas la tête de Danilo qui repoussait. Là aussi, hein, moi je pense que le Havre peut marquer 2 buts sans que ce soit volé. Hein. Le PSG a bien défendu collectivement, ça c'est clair, et individuellement aussi, je l'ai trouvé intéressant. Ils ont rarement été battus, je pense notamment à Hakimi, tu vois, qu'on cite souvent comme très bon offensivement, mais moins bon défensivement. Et bah franchement, il a pas souvent été battu par ses vis-à-vis en 1 contre 1. Hein. Il a pas souvent été battu, il a même souvent gagné ses duels. Après, tout n'a pas été parfait, hein, côté PSG, hein, Solaire n'a pas été très bon. Franchement, il était souvent mal placé. Il n'arrivait pas à contrôler du pied gauche pour pouvoir enchaîner de l'avant. Du coup, il était obligé de ressortir la plupart du temps. Donc vraiment, lui, ça a été compliqué côté gauche. Tout le contraire de Vitinha, qui a encore été monstrueux dans le jeu et dans la conservation. C'est un monstre. Et en plus, il a achevé sa prestation d'un but qui a sécurisé la victoire du PSG. Donc au final, un match que le PSG est allé chercher, à 10 contre 11, avec un gardien qui jouait son premier match et qui s'est mis en évidence, et un Mbappé qui a eu la place de marquer. Bah franchement, c'est positif tout ça pour le PSG. Suffisant pour le match de Dortmund dans 2 semaines? Difficile à dire. On suivra ça avec attention. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs son surnom c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo, parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.